Jean-Baptiste, and we move across to the transport sector. Merci beaucoup Nathalie, merci à la Commission européenne pour son invitation et aux autorités de l'Extrémadura pour leur très bon accueil. Je suis très heureux d'être ici pour porter un éclairage sur un projet qui a suscité un intérêt particulier. C'est vrai qu'il est emblématique, c'est vrai qu'il est conséquent, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de temps, d'énergie, mais c'est quelque chose qui est pour l'instant pratiquement sans équivalent et qui connaît une réussite très importante à la hauteur des espoirs qui ont été placés en lui. Donc, je vais vous en dresser, je dirais, les principales composantes, avec bien entendu tout ce qui peut relever les différentes questions auxquelles nous avons été confrontés pour en arriver à ça, c'est-à-dire un tramway franco-allemand qui relie donc deux rives du Rhin, par un ouvrage d'art spécialement construit en site propre, mais qui accueille aussi, comme vous le voyez sur cette photo, une partie piéton cycliste. Donc ce n'est pas uniquement un ouvrage qui est dédié à la circulation des trams, on a fait en sorte de promouvoir aussi les mobilités actives. Donc, me concernant, donc Jean-Baptiste Schieber, je suis à la direction des relations européennes et internationales de l'Eurométropole et j'ai eu la chance d'accompagner ce projet quant à sa composante transfrontalière. C'était surtout la direction des transports des différentes villes concernées qui était engagée. Mon travail a été parfois un travail de l'ombre, invisible, j'espère utile et nécessaire en tout cas, pour faire en sorte que la fluidité soit garantie entre les différents acteurs. Donc, ce tramway a été inauguré en avril dernier, donc il y a 6 mois à peine, en avril 1917. C'est une extension de ligne, quand on prend les choses telles quelles, d'un réseau français en Allemagne. Voilà. Dit comme ça, c'est très simple, mais nous sommes tombés tout de suite sur une situation initiale de confrontation de systèmes et de normes, je ne vous apprends rien évidemment, qui a considérablement complexifié le contexte. Donc le tout, effectivement, a été, et c'était la gageure de l'exercice, trouver des ajustements à tous les niveaux de compétences et de responsabilité quant à ce projet. Alors la contextualisation, elle est assez simple, vous voyez effectivement sur cette carte, il y a une dissymétrie très forte entre la rive française et la rive allemande, une rive française qui est très dense, très peuplée, 1 demi-million d'habitants qui sont donc réunis dans l'Eurométropole de Strasbourg. Je précise qu'il s'agit d'une intercommunalité, donc c'est un regroupement de 33 communes. Strasbourg est la ville-centre évidemment, qui donc s'intitule Eurométropole de Strasbourg et qui est aussi et surtout l'autorité organisatrice des transports sur son territoire. C'est une compétence donc déléguée des différentes communes qui y composent à la collectivité. Et en face, vous avez la petite ville tranquille, provinciale de Kiev, 35 000 habitants. On est dans du périurbain, voire même du rural. C'est effectivement une situation qui est le fruit de l'histoire également. J'y reviendrai effectivement plus tard. Néanmoins, les liens entre les deux rives du Rhin ne sont pas inexistantes, très loin de là. Il y a des flux très importants, des flux pendulaires, quotidiens, de personnes qui travaillent en Allemagne et résident en France, mais aussi beaucoup de Français qui habitent en Allemagne, jusqu'à 10% de la population accueille est française. Il y a aussi évidemment un important trafic de transit, on est sur une ligne internationale, donc il y a 4 ponts actuellement, sur environ 800 mètres, relient ces deux rives, chaque pont étant dédié à un mode de transport particulier. On a le ferroviaire à grande vitesse, ça c'est au premier plan que vous voyez, donc là c'est les TGV français et les ICE allemands qui circulent. Vous avez en plein milieu avec les deux arches le nouveau pont pour le tram et piéton cycliste. Le troisième, c'est le fameux pont routier, le pont de l'Europe, et ses 40 000 franchissements quotidiens, jusqu'à 50-60 000 en certaines périodes, qui date des années 60. Et tout au haut, alors on le voit en partie seulement, mais il y a une autre passerelle, qui s'appelle la passerelle des deux rives, qui est uniquement dédiée entre piétons cyclistes, et qui relie les deux faces d'un parc urbain qui constitue le jardin des deux rives. Donc voilà, on ne manque pas de pont sur cet espace. Il y a aussi bien entendu, et c'en est l'illustration, des projets anciens entre les deux villes. Il y a un conseil municipal commun, il y a des groupes de travail, enfin tout ce qui peut en tout cas exister dans des villes frontalières qui ont des contacts très importants et rapprochés. Au niveau du contexte historique, en simplifiant les choses, il y a eu 2 postulats qui ont envisagé la réactivation d'un franchissement de tramway transfrontalier. Le souhait politique
d'entrer dans une logique d'agglomération qui soit concertée, d'ailleurs franchir un nouveau cap suite à une première, voire deuxième génération de projets qui existaient entre les deux villes, c'est-à-dire qu'on fait discuter les services publics, après on leur fait faire des projets entre eux, donc il y a effectivement le jardin des deux rives dont vous avez une perspective, c'est la diapositive du haut du côté français, c'est un lieu de promenade très apprécié. Il y avait aussi une ligne de bus, il ne faut pas l'oublier, qui depuis 50 ans reliait les deux villes, mais qui était arrivée à saturation, à la fois au niveau des passagers et je dirais des équipements. Donc il était important d'en donner également un nouveau souffle. Et enfin, évidemment, entrer dans une logique d'aire urbaine fonctionnelle transfrontalière. Alors ça peut sembler ambitieux tel que dit. Ça répond surtout à une logique que vous connaissez bien et qui est défendue au niveau européen, d'avoir des villes avec des fonctions tertiaires et des fonctions métropolitaines qui émergent et qui se jouent finalement de la présence d'une frontière. Donc c'est la logique dans laquelle on souhaite s'inscrire et qui a motivé une décision politique très affirmée de part et d'autre. Alors, effectivement, ça a l'air banal de le dire, mais il faut quand même le rappeler, Kehl n'est pas membre de l'Eurométropole, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est une décision, en tout cas de prolonger le tram, qui a fait débat chez nous, côté français en particulier. Parce que beaucoup d'autres communes membres de l'Eurométropole qui n'avaient pas de tram auraient bien voulu aussi, elles, avoir une liaison. Parce que aussi des flux pendulaires, qu'on appelle dû à l'étalement urbain, qui fait que, pourquoi finalement doter la petite ville de Kehl, qui n'est pas membre d'eux, qui est un lieu de consumérisme divers très apprécié strasbourgeois, finalement d'une desserte supplémentaire, alors que les villes membres de l'Eurométropole, finalement, n'en possèdent pas tous. Donc le tram étant victime de son succès, ça a été un choix politique très appuyé, en tout cas. Ça devait être rappelé également. Que puis-je dire d'autre? Bon, Strasbourg, vous le savez aussi, a fait le choix d'axer son développement urbain sur le tram, ça date depuis les années 90, donc c'est un réseau cette fois-ci très important. On a 6 lignes et près de 60 km. La logique qui a prévalu à ce nouveau franchissement, c'est surtout d'arrimer un vaste pan de réserves foncières de plusieurs milliers d'hectares, puisque Strasbourg s'est reconstruit d'eau au Rhin, à peu près 2 km de la rive allemande, et a laissé dans une espèce de zone de friche industrielle tout un ensemble urbain qui constitue cette fois-ci une mine d'or en termes de réserves foncières. Alors, on sait très bien qu'il y a des contraintes, il y a le port autonome qui est installé, c'est un lieu de transit aussi, il y a un quartier qui est enclavé, le quartier du port du Rhin, mais tout ça a fait que c'est un des quartiers et un des projets les plus emblématiques au niveau européen, puisqu'on parle véritablement d'une ville de plus de 20 000 habitants qui va sortir de terre, qui est d'ailleurs en train de sortir de terre, d'ici une dizaine d'années. Donc voilà, réarrimer un quartier, donner une centralité nouvelle effectivement sur des réserves foncières, un niveau de saturation des franchissements existants, tout cela fait en sorte que le tramway s'est imposé lui-même. C'était une vieille idée, mais à partir de 2008, donc le mandat du maire actuel de Strasbourg, son premier, c'est devenu beaucoup plus concret. J'ai dit aussi que c'était une reconstruction, parce qu'il y a déjà eu un tram sur le Rhin. Ça, c'est le fruit de l'histoire qu'il a voulu ainsi. C'est également le cas sur d'autres frontières, ça vient d'être rappelé. Donc c'est une ironie de l'histoire que de reconstruire un. La seule différence étant qu'à la fin du... Pardon, tu as bien fait, merci. L'ironie de l'histoire étant effectivement que c'était un tramway qui était allemand à l'époque, là où l'Alsace était sous annexion allemande. À la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1918, il ne faut pas oublier que Strasbourg a connu 4 nationalités différentes en 70 ans. Donc le pont construit à la fin du XIXe a été détruit en 1945. Par intermittence, il y a eu une liaison tram, ce qui explique aussi tout le côté émotif très fort qui représentait cette finalement reconstruction de cette liaison, matérialisée par un grand événement donc sur 3 jours, fin avril 2017, où en plus de l'événement protocolaire que vous pouvez voir, a connu aussi un événement festif très important, puisqu'on a fait une tramfest. Donc il y avait des stands de chaque côté de la frontière, il y a eu plus de 100 000 personnes, alors ça explique aussi que le tram était gratuit sur cette ligne-là pendant ces 2 jours, donc ça a contribué aussi à faire découvrir Kehl, mais aussi le quartier de manière globale. Et également, on y reviendra, promouvoir une nouvelle génération de rames, puisque c'était aussi l'occasion d'en renouveler une partie, et qui soit également, qui répondent aux normes de circulation sur le territoire allemand. C'était une des subtilités également de ce projet. Donc pour être plus concret, et en prenant effectivement une vue aérienne, ce
qu'on peut dire, c'est qu'à partir du réseau existant que vous voyez, c'est l'icône en haut à gauche, la partie jaune, c'est peu. C'est 2,7 km finalement. 2,7 km sur un réseau qui en compte 64, c'est une petite extension. C'est pas la première, donc c'est une extension qui était finalement relativement courte. Mais c'était, à n'en pas douter, la plus ambitieuse et la plus complexe, évidemment. Donc, elle s'est faite en 2 temps. C'est la ligne D en l'occurrence, donc qui a nécessité la construction de 4 nouvelles stations. 2 seulement sont en service, parce que, comme vous pouvez le voir sur les différents îlots, c'est des parties violettes. Ce sont des zones qui sont en construction, donc pour l'instant elles ne sont pas encore dotées en équipement. Elles sont en cours pour certaines en construction, mais les 2 premières, Citadelle et Starcop, le tram ne fait que les traverser. Donc vous avez un temps de dessert de quai qui est remarquablement rapide. Ça explique aussi que la fréquentation est légèrement en dessous là qu'une ligne classique, mais on est à peu près à 9000 passagers du jour, c'est extrêmement important. Le tronçon transfrontalier en lui-même, qui fait moins d'1 kilomètre, 925 mètres, c'est les 2 dernières stations, donc Port du Rhin d'un côté et Kehl-Bahnhof, donc Kehl-Gare de l'autre. Pourquoi en deux temps? Parce que cette extension n'est pas terminée. Elle se poursuit actuellement, elle se prolonge pour relier fin 2018, sans doute au mois de décembre, ça se précise en tout cas, 2 nouvelles stations, côté allemand uniquement, pour desservir la mairie de Kehl. C'est que les 2 maires de Strasbourg et de Kehl auront un tram direct d'ici quelques mois. Ce sera très pratique pour certains dossiers. J'y compte beaucoup personnellement. Ça ferait gagner beaucoup de temps. Plus prosaïquement, pourquoi cette prolongation? Kehl ne voulait pas tout simplement être un territoire de desserte, il voulait absolument bénéficier également d'un tram en tant que transport en commun. Donc ils ont mis énormément de poids politique dans la balance pour obtenir des financements régionaux et de l'État allemand, quasiment à hauteur de 40%. Pour eux, c'était une condition sine qua non que le tram soit prolongé dans leur centre-ville. Il est fort probable que si cet accord, en tout cas, cette condition n'avait pas été remplie, le tram n'aurait certainement pas franchi à nouveau le Rhin. Donc c'est surtout sur ce tronçon allemand que les discussions et négociations ont porté. Donc c'était pour nous aussi, côté français, très important que les circuits financiers de protocole, de validation, d'homologation, côté allemand, soient réunis, parce que pour eux, c'était véritablement l'occasion aussi de redessiner leur gare routière, leur mode de transport. Donc voilà, ce n'était pas uniquement un simple, ils voulaient profiter complètement de l'effet tram en tant qu'urbanisation. Donc quel est en chantier actuellement? C'est l'effet tram également, donc de ce côté-ci, les choses sont, je dirais, assez uniformes. Niveau concret, là, évidemment, on va être en plein dans ce qui a été évoqué ce matin par la Commission européenne. Des ponts, on sait en construire, on en a fait, on continue à en faire. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Non, mais reste là, c'est plus simple. Des ponts, on sait en faire, des extensions de tramway, on sait en faire également. Combiner les deux sur un franchissement rhénan, ça par contre c'était nouveau. Donc c'était un saut dans l'inconnu, évidemment. Et du moment où vous faites le choix, je dirais, de mixer ou de combiner des normes et des réglementations différentes, vous êtes forcément dans un cadre qui est aussi plus complexe. Parce que vous êtes entré dans une logique de juxtaposition. Donc à partir de là, vous avez toute une ribambelle de questions, de contraintes, d'obstacles divers et variés. Ce n'est qu'un échantillon, évidemment. Je vous ai ressorti pour la circonstance les plus représentatifs, les plus surprenants aussi, donc on a pu se poser de manière tout à fait ouverte au début, quand il s'agit d'aborder effectivement la circulation d'un tram sur un territoire étranger. Donc sans surprise, les aspects juridiques et administratifs sont les plus lourds, les plus importants. Ça ne veut pas dire que les aspects techniques et financiers étaient mineurs, pas du tout. Ce qu'on ne savait pas, c'est que pour qu'un tram français circule en Allemagne, il fallait le doter de feux supplémentaires, lui mettre un clignotant, adapter ses roues pour qu'il puisse circuler sur des rails qui sont différents en Allemagne. Ce ne sont pas des rails cigognes, ce sont des rails à gorge. J'ai des images pour l'interprétariat, si c'est compliqué. Je les comprends parfaitement. Pour nous aussi, c'était très complexe. Il a fallu également revoir la position des extincteurs et certaines manivelles d'arrêt d'urgence également. Voilà, c'est une petite chose qu'on a découvert. C'est un coût également mineur, mais ça fait partie des choses que la société de gestion des tramways français a pris en compte dans les homologations des nouvelles lignes. Donc on a reçu de nouvelles générations, sont parfaitement aux normes allemandes également. Les circulent sur le réseau français. Voilà. Donc de ce côté-ci, on a pu trouver un ajustement. Il a fallu aussi réfléchir à la combinaison des différents modes de signalisation et de feux routiers. C'est vrai qu'on a un panachage
assez intéressant de ce qui peut se faire au niveau des feux, circulation routière. J'ai quelques images assez représentatives que je vous donnerai, mais voilà, c'est des questions qu'il a fallu se poser. Pareil pour l'installation des distributeurs de tickets. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend une borne française comme en Allemagne? Oui, mais bon, est-ce qu'on met aussi les tickets allemands dedans en vente? Parce que sinon ça en fera deux d'un côté, on va bien comprendre. Enfin, est-ce qu'il faut passer en bilingue? Qui va financer ça? Voilà, c'est des choses rigoureusement techniques. Niveau juridique, évidemment, la circulation de la trame, je l'ai évoqué. La consultation publique obligatoire pour un projet de cette nature en France, elle est facultative en Allemagne. Donc, est-ce qu'il faut en faire une? Oui, on en a fait une, à nos coûts. Voilà. Quel est le statut des équipements, le pont, toutes les questions habituelles que l'on peut se poser en la matière, la reconnaissance des titres de transport, puisqu'il s'agit de combiner également deux titres différents. On n'a pas créé de tarif ou de titre unique, ça ce sera pour une étape à venir, mais je ne m'engage pas sur le calendrier, ça c'est tout à fait autre chose. Les responsabilités également pour les questions de sécurité, elles ne sont pas réglées. Voilà, on est encore en train de voir ce qu'il se passera si jamais il y a un incident dans le tramway à ce moment-ci. On a des groupes de travail qui planchent dessus. On devrait l'avoir dans pas très longtemps. Mais le tram, pour l'instant, roule. On n'a pas eu de problème de cette nature, mais ça fait partie des choses également qui sont pour l'instant encore en attente. Niveau financier, évidemment, vous l'avez compris, la coordination des circuits budgétaires. La clé de répartition qui finance quoi? Est-ce qu'on fait du 50-50? Est-ce qu'on fait au prorata également? La conditionnalité également du soutien du ministère, parce qu'évidemment ça sous-tend aussi le déblocage de crédit au niveau des partenaires. Donc, tout ça crée effectivement une complexité assez importante. Comment gérer une tarification distincte également aussi en matière d'équipement et d'exploitation. Les lieux de distribution aussi, voilà. Est-ce qu'on donne ça aussi aux buralistes, comme c'est le cas souvent au niveau des tickets CTS? Est-ce qu'on fait pareil en Allemagne? Maintenant on va occuper ça en Allemagne, s'ils prennent des points de vente agréés. Bon, très bien. Voilà. Et pour terminer, les aspects administratifs, coordonner toutes les phases d'homologation pour la circulation des trams. Alors on a eu très chaud. Franchement, on a eu très chaud parce qu'une homologation côté allemand nous est arrivée quasiment 3 semaines avant le début du lancement. C'était extrêmement complexe aussi. La gestion de projet, forcément, au niveau du tronçon transfrontalier. Qui est responsable de quoi, jusqu'à quel montant, jusqu'à quelle ampleur, ça c'était également assez compliqué. La gestion des équipements, voilà, oui, évidemment, de l'ouvrage, des différents systèmes de distribution également de billets, mais des rails, du matériel roulant, voilà. Qui est responsable de ça? Quel rôle aussi, enfin pour terminer, du GECT, puisque nous avons un GECT aussi qui a été créé au début du projet de tram. Donc quel va être le rôle, effectivement, qu'on pourra lui donner. Voilà, un petit inventaire à la PDF très représentatif. Donc, sur quoi on s'est appuyé? On ne partait pas de rien, fort heureusement non plus. Il y a un cadre intergouvernemental et national. Merci Valérie. Je vais en venir. Un cadre intergouvernemental assez clair sur lequel on s'est appuyé. Donc, c'est l'accord de Karlsruhe, quadripartite de 96 qui stipule les modalités, différentes modalités de convention qui existent entre 4 pays, dont la France et l'Allemagne. Ça sont des très utiles. On a aussi l'accord de Fribourg-en-Brisgau sur les franchissements rhénans, dont les signataires ne sont pas maîtres d'ouvrage pour les collectivités locales. Donc ça s'est fait par un échange de notes verbales qui a pris 1 an et demi quand même. C'était comme simplification, on aurait peut-être pu attendre mieux, mais c'était effectivement important de l'avoir. Il y a eu des obstacles sémantiques assez originaux. Et bien sûr, tous les dispositifs réglementaires et normatifs propres à chaque pays sur les questions de durabilité, de sécurité, technique, de soutien financier, d'homologation. Donc tout ça, effectivement, nous a permis d'avoir un jalonnement avec plusieurs conventions, parce que ça reste évidemment le nerf de la coopération. Donc 4 étapes. Un protocole d'accord de 2009 qui a fixé le cadre général avec les études d'avant-projet, les bases pour le management, effectivement, et le leadership de ce projet-ci, pour aboutir en 2012 à la convention cadre. Ça c'est le document de référence qui porte sur les programmes de financement, de construction, d'ingénierie, qui balaie tous les aspects possibles financiers, bien entendu, aussi de la construction de cette extension sur ces aspects transfrontaliers. Donc c'est un document très lourd qui a nécessité une expertise juridique très forte. On a dû recourir à des appuis extérieurs. Ça s'est également vérifié en termes de financiers. C'est quasiment 100 000 € ce que nous a coûté en plus cette convention, puisqu'il a dû s'appuyer sur des expertises extérieures. Mais nous sommes arrivés en tout cas à un modus vivendi assez intéressant.
Bien entendu, une convention sur la tarification comparée. La décembre 2016, c'était vraiment du just-in-time avant l'inauguration. Un système qui puisse combiner aussi les différents systèmes allemands et français. Et enfin, dernièrement, la convention sur l'exploitation financière, qui a été également signée en 2016 sur la ligne D, puisque toute ligne a un déficit d'exploitation, évidemment. Il a été convenu que ce soit la ville de Kehl qui prenne en charge le déficit d'exploitation de la ligne D pour sa partie transfrontalière. Donc c'est également un coût qui a effectivement pesé en la matière. Donc voilà les quatre, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais ce sont vraiment les quatre grands aspects, les quatre grandes conventions sur lesquelles nous avons dû travailler pour faire avancer ce projet. Donc une fois que vous avez ça, une fois que vous avez à peu près qui finance quoi, quand vous avez à peu près les partenaires autour de la table, une fois que vous avez les autorités et un projet calendrier, vous dressez ce qu'on appelle un synopsis, donc un tableau d'organisation. Voilà. Alors il ressemble à celui-ci, c'est également simplifié, mais ça reflète bien la mise en œuvre des trois grands principes que l'on a retenus pour ce fameux travail transfrontalier. Premier principe, conserver une unité de conception et de réalisation des ouvrages, faire en sorte que ce soit la même autorité. Deuxième principe, avoir une uniformisation du système d'exploitation autant que possible. Et troisième point, avoir une maîtrise d'ouvrage unique, pour éviter de segmenter davantage également ce tronçon, puisqu'il y a eu une partie française, une partie transfrontalière et une partie allemande. Et on voulait qu'au niveau de l'organisation, il y ait un maître d'ouvrage unique. Donc c'est donc d'un commun accord que l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Kehl ont désigné donc la compagnie de transport strasbourgeois, la CTS, qui est donc la société en régie déléguée pour la mise en place et la gestion du réseau tramway de Strasbourg et tout ce qui est effectivement liaison bus. Donc c'est cette société-là qui a eu la lourde charge, elle aussi, de gérer cette extension au niveau de son gros œuvre, des ouvrages, et qui a donc délégué, organisé les consultations publiques pour les trois segments que j'ai évoqués, et qui est recouru donc à des groupements d'entreprises pour chaque tronçon concerné. Donc ça a été le mode opératoire, évidemment, le plus pratique en l'état actuel des choses. Il permettait une vision globale, au-delà de la segmentation qui était indispensable, mais il a surtout permis, en tout cas, d'éviter qu'on saucissonne complètement la facturation de cet ouvrage-ci. On peut avoir des surprises parfois. Donc on a parti du principe que la partie française en CTS finançait également les constructions du côté allemand et que ce soit la ville de Kehl qui rembourse selon une clé de répartition déterminée en fonction du territoire français. Pour le pont, on a retenu une clé de répartition 50-50. En revanche, la mise en place des infrastructures côté allemand, c'était 100%. Voilà, de sorte à préserver effectivement un équilibre. Donc c'est un vrai challenge pour l'organisation des calendriers au niveau des équipes et bien entendu pour les procédures d'homologation. J'en terminerai avec le budget, parce qu'il faut bien parler d'argent à un moment donné. Donc celui-ci fut conséquent. Donc l'extension globale des 2 km 705 millions d'euros, avec un coût transfrontalier de 40 millions. Donc c'était budgété dans la convention, il n'y avait absolument aucune surprise. On remarque plusieurs choses, que les coûts sont plus élevés du côté allemand en valeur absolue et même relative que du côté français, bien que la distance soit plus réduite. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'il y ait davantage de travaux du côté allemand que du côté français, par exemple en termes de déviation de lignes ou encore d'aménagement de plateformes, ainsi que de réorientation d'un certain nombre de réseaux. Donc tout cela effectivement crée des coûts supplémentaires. Il a fallu avoir également 2 rames de tramway supplémentaires, chacune à 3,5 millions, donc ça a également créé un certain déséquilibre. Mais ce sont des coûts, je dirais, qui étaient budgétés, qui n'ont pas donné lieu de surprise. En revanche, ceux qui n'étaient pas, et ce pourquoi je me suis permis à une estimation, ce sont les coûts connexes, évidemment, de formation personnelle, de soutien juridique, d'équipement des trams, différentes procédures qui n'ont pas été budgétées dans la convention, mais qui sont venues s'ajouter. Donc on est, selon les cas, entre 10 et 15%, encore une fois, de ce montant. Ça reste effectivement conséquent. C'est sans doute là, néanmoins, que des marges d'économie n'auraient pas été à exclure si on avait eu un système qui s'inspire de ce qui est actuellement en réflexion au niveau de l'outil juridique. Au niveau du budget, donc on est un socle de partenaires assez solide, un partenaire public, donc l'Eurométropole et les ministères respectifs français, allemands de part et d'autre. Là, pas de grande surprise, on s'est appuyé effectivement sur les autorités compétentes. On a eu un petit soutien d'Interreg, 1,6 million, mais c'était plus symbolique qu'autre chose, je pense qu'on y serait arrivé. Mais symboliquement, c'était important qu'Interreg ait une contribution, c'était une épine du pont routier, du pont du tram qui était financé par Interreg. Donc en conclusion, au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'on peut dire ?
c'est que c'est un projet urbain qui répondait à une très forte attente, autant politique que citoyenne. Que sur les plans techniques, au niveau du budget, du calendrier, bon, les choses ont été globalement tenues. 1 an et demi, 2 ans de décalage, ça reste acceptable pour un projet de cette ampleur. Ça a surtout été un terrain de négociation et de compromis, plus qu'un terrain d'expérimentation ou d'innovation réelle. Effectivement, on a créé une zone tarifaire commune, alors pas unique évidemment, mais il a été effectivement important de trouver des compromis en permanence pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun sentiment d'être lésé de part et d'autre, parce qu'on s'est vite heurté à des logiques de concurrence et de marché quand il s'est agi de la tarification. Et là, ça a été, je dirais, des discussions à couteau tiré que nous avons eues. Autant sur les plans techniques, faire cohabiter différents cibles, comme la photo avec le tram qui arrive côté allemand, puisque la photo est prise là, de côté de la gare de Kehl, vous avez un feu franco-allemand, donc la fameuse Andreas Kreuz, donc la croix d'Andreas pour le côté allemand, sur le panneau de circulation de la CTS. On s'en accommode. Pour la tarification, ça a été vraiment beaucoup plus guidé. Je pense que là, c'est encore effectivement un modèle qui est mixte, qui est équilibré, mais qui reste imparfait. La combinaison donc, a prévalu là-dessus. Alors, si on avait eu la fameuse convention à l'étude, oui, sans doute. Sans doute qu'on aurait gagné du temps, quelques années. Oui, peut-être qu'on aurait fait des économies, oui, peut-être moins certainement, mais ça aurait effectivement été un outil. C'était duré, je tiens à le préciser, l'hypothèse de travail initial. C'était l'hypothèse de travail initial, quand on a réfléchi à blanc, on a dit on va faire en sorte, on va essayer de faire en sorte que le modèle français, en tout cas, que ce soit une pleine expansion. Donc ça a été refusé, effectivement, pour un certain nombre de raisons, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à 10 ans, était déjà dans les esprits, donc ça donne de l'espoir. Autre chose aussi, si jamais vous souhaitez vous lancer dans un projet de tram, c'est très coûteux. Ça grève aussi les investissements pendant un certain temps. Certes, c'est un effet de levier très important attendu, mais il faut aussi, bien entendu, être tout à fait raisonnable quant aux capacités d'investissement que cela permettra de réserver pour d'autres projets. La ville de Kehl est pour l'instant totalement exclue d'autres projets d'investissement de cette nature. On va tout miser sur le tram. Donc ça peut être un facteur d'opération, en tout cas d'autres projets avec lesquels nous réfléchissons. Mais l'effet de levier aussi, ambivalent, peut aussi dégager d'autres marges et d'autres possibilités de financement. Ça, c'est l'avenir qui vous le dira, mais si vous m'invitez, évidemment, ce sera avec plaisir que je vous en donnerai un autre. Merci beaucoup, muchísimas gracias.